Il est 11 heures, je pense qu'on va pouvoir, on va peut-être pouvoir commencer. Et puis, bon, les gens qui sont un petit peu en retard prendront en cours. Je pense que c'est pas très grave. On a tous des timings un petit peu serrés et on va essayer de les respecter. Donc, bonjour à tous. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés à ce webinaire sur des problématiques qui ne sont pas très simples, hein, qui sont l'aspect workflow, calendrier, quand on travaille sur un projet PLM et la mise en œuvre d'un projet pour gérer les développements des collections et des produits. C'est des sujets qu'on aborde, mais bon, ce n'est pas des problématiques très simples. Et souvent, on mélange un petit peu l'aspect workflow du calendrier, etc. Donc, l'objet de ce webinaire ce matin, c'est d'essayer de clarifier un petit peu les choses. Voilà, et j'espère que ça sera le cas. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous remercie de couper vos micros et vos caméras. Voilà, pour ne pas perturber cette présentation. N'hésitez pas à utiliser l'outil de chat de Teams pour poser vos questions. À la fin de cette session, on aura une partie questions-réponses. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. Et puis, si jamais vous avez un gros souci de connexion ou quoi, utilisez le petit bouton lever la main pour nous alerter et puis on essaiera d'intervenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laure Galland. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la mode et maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans dans les projets PLM. Je pense pouvoir dire que je connais la majorité des outils PLM de notre secteur, puisque j'ai eu l'occasion d'implémenter la solution Lectra, par exemple Lectra Fashion PLM, la solution TXT, évidemment la solution de Centric Software, mais aussi Flex PLM. Merci de couper votre micro. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Je connais bien ces outils-là. Et puis, l'occasion de cette session de ce matin, c'est de partager un petit peu mon expérience justement sur ces problématiques de workflow et de calendrier. Au sein de Fit Retail, donc, je suis responsable de l'offre PLM et j'interviens sur des missions de conseil pour aider nos clients dans le choix d'une solution PLM ou pour travailler avec eux la mise à plat de leur process. Voilà, c'est des sujets que je connais plutôt bien. Alors, notre webinaire de ce matin va être scindé en deux parties. Une première partie sur le workflow. Donc, qu'est-ce qu'un workflow? Quels sont les gains? Comment on le modélise? Quels sont, voilà, et comment tout ça s'intègre dans le PLM? Et après, et surtout, quelles sont plutôt les bonnes pratiques et mes conseils d'utilisation d'un workflow dans la mode. Donc ça sera une première partie. Et on aura une deuxième partie plus sur la partie calendrier. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre. Alors, une première partie sur qu'est-ce qu'un workflow. Donc, une petite définition, histoire de clarifier les choses, hein, pour bien clarifier les choses. Un workflow, c'est quoi? Un workflow, c'est la représentation d'une suite de tâches, d'activités, d'opérations qui sont effectuées par une personne ou par un groupe de personnes. Donc là, on a un petit exemple sur ce slide. Voilà, on a toujours un début, une fin, un ensemble d'activités qui sont voilà, une suite d'activités et puis des ressources affectées à chaque activité. Donc ça, c'est vraiment le concept de workflow. Un workflow, c'est ça. Donc ça me semblait important de partir d'une définition pour bien que les choses soient bien claires. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un outil de workflow? Pourquoi on se pose des questions sur la mise en œuvre d'un workflow, etc. Alors, les gains attendus par l'introduction d'un workflow sont évidemment multiples. D'abord, quand on va mettre en œuvre ce type d'outils, parce qu'on a des outils informatiques qui vont permettre de faire tourner ces processus, c'est vraiment l'organisation du travail. Parce que quand on s'interroge sur un workflow, la première chose à faire, sur la mise en œuvre d'un outil de workflow, la première chose à faire,
c'est de mettre à plat les process. Donc, on va organiser le travail, modéliser les process, etc. Donc ça, c'est déjà un point important parce que ça va permettre de clarifier tout un tas de choses dans l'organisation du travail de chacun. Ensuite, ça va permettre de fluidifier la communication. Alors, évidemment, ça n'empêchera pas les gens de se parler, d'utiliser leur téléphone ou de se déplacer d'un bureau à l'autre. Mais bon, quand on est sur des sites distants, ça peut être intéressant, ce type d'outil. En tout cas, voilà, la communication, l'information va arriver. La personne a fait sa tâche, la personne qui suit dans le process va être alertée et voilà, ça fluidifie la communication. Ça permet de suivre l'état d'avancement d'un processus. Puisqu'on voilà, on va informatiser, digitaliser un processus. Et donc, le fait de l'informatiser permet d'avoir une vision claire de son état d'avancement. Et donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes, même si c'est vécu par certains comme du flicage. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, ça permet de partager cette communication, enfin cet avancement, et de le suivre. Ça sécurise, évidemment, quand on a un outil pour digitaliser un process, ça permet de sécuriser ce process, et puis d'avoir une traçabilité des événements, de savoir qui fait quoi, quand, voilà. Donc ça, c'est un petit peu les gains qu'on attend quand on réfléchit sur une problématique de workflow. Deux mots sur la modélisation, parce qu'avant de mettre en œuvre un outil informatique, on va écrire ces process et les modéliser. Et dans la modélisation des workflows, il y a une méthode qui est reconnue, qui est une norme, c'est la norme BPMN, donc Business Process Model Annotation, qui permet en fait d'avoir une modélisation standardisée, normée, et beaucoup d'outils de workflow, qu'on soit dans du PLM ou sur des outils standalone, en fait utilisent cette norme pour justement mettre à plat et modéliser ces process. Alors, il y a tout un tas de symboles qui sont, que je vous ai mis ici sur ce slide. On n'est pas obligé de tout maîtriser. En fait, vous verrez à l'utilisation, si vous utilisez cette norme-là, on utilise toujours un petit peu la même symbolique. Et là, je vous ai modélisé un petit workflow de demande d'échantillon. Donc, un petit workflow simple qui parlera à tout le monde. Voilà pour dire deux mots sur les outils de modélisation et la norme de PMN, qui est une norme reconnue qu'on va retrouver dans beaucoup d'outils. Alors, maintenant, le workflow et le PLM, parce que voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur le lien entre le workflow et le PLM, je voulais juste vous dire quand même deux mots sur des outils qui existent sur le marché, voilà, qu'on peut utiliser pour le workflow et la gestion de projet, qui sont des outils existants intéressants pour les gens qui veulent mettre en place un workflow indépendamment d'un PLM, qui veulent en fait digitaliser leur processus. Donc, on a iGear, par exemple. C'est un outil de workflow assez puissant, donc qui va permettre de porter tous les processus que vous avez écrits et de les digitaliser, avec une modélisation visuelle qui est très simple, qui est accessible en fait à un utilisateur. On n'est pas obligé d'avoir un profil informaticien pour modéliser ces process, avec des notifications, avec tout un tas de tableaux de bord, et avec un outil d'intégration avec un ERP, donc ce qui est assez intéressant. Donc ça, c'est iGear. Ensuite, alors, cette liste n'est absolument pas exhaustive, c'est quelques exemples, il en existe beaucoup. Ceux-ci m'ont semblé intéressants et sont plutôt bien positionnés sur le marché. C'est pour ça que j'ai voulu les présenter ce matin rapidement, même si ça ne va pas être l'objet. Enfin voilà, on ne va pas développer tout ça en détail, c'est juste pour dire deux mots sur chaque outil. Donc ClickUp, c'est un outil de gestion de projet aussi intéressant qui propose des use cases spécifiques. Donc quand vous faites de la gestion de projet ou du développement produit, en fait, il a déjà des templates proposés. Voilà. Vrike, alors Vrike, c'est un outil qu'on connaît un petit peu en interne, puisqu'en fait c'est chez Fit Retail, puisque c'est un outil, enfin c'est l'outil qu'on utilise nous pour gérer les projets de nos clients. Donc voilà, intéressant pour la gestion des projets, le suivi, etc.
Monday.com, pareil, propose des templates déjà préexistants, donc sur tout un tas de use case. Et puis, bon, Asana aussi, qu'on retrouve assez souvent. Donc voilà, quelques exemples de logiciels de workflow et de gestion de projet qui peuvent être intéressants si vous posez la question d'un workflow indépendamment d'un PLM. Alors, là, on va revoir un petit peu le PLM, quelles sont les fonctionnalités qu'il porte. Donc, le PLM, si on revient sur les basiques, le cœur du PLM, c'est quoi? C'est le développement des matières, c'est le développement des produits, des nomenclatures, barèmes de mesure, tout ce qui est dossier technique, toutes les spécifications. Le sourcing et le costing, évidemment, les échantillons, la mise au point, les PRI, les fournisseurs, bon, tout ça, c'est le périmètre natif du PLM. Tout ce qui est évidemment consolidation au niveau de la collection, les boucles de collection, les catalogues. Évidemment, une intégration, parce qu'un PLM qui n'est pas intégré au système d'information de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. La qualité, qui est aussi un module qui est porté par le PLM. C'est un module en général proposé. Quand on parle de PLM, un module qualité, c'est un module important sur les tests matières, etc. Et puis maintenant, donc ça, tout ce qui était en violet, c'était vraiment le cœur du PLM, les fonctionnalités de base. Maintenant, on a de plus en plus aussi une intégration avec des outils comme Adobe Illustrator sur des connecteurs, parce que c'est important d'intégrer des croquis qui sont réalisés par les stylistes et modélistes. On a de plus en plus aussi dans les PLM une intégration avec la CAO 3D, parce qu'on réalise de plus en plus de prototypage 3D avec des outils comme Clo, comme Browseware ou comme Assist ou Optitex. Voilà, donc les PLM incluent aussi ces connecteurs-là. Green Design, oui, important parce que de plus en plus, les entreprises se posent la question du calcul d'impact environnemental des produits. Donc, en fait, voilà, les PLM commencent à regarder un petit peu des intégrations avec des modules existants pour faire ces calculs-là. Et puis, voilà, les modules qui aussi font partie du périmètre fonctionnel du PLM, on a tout ce qui est calendrier workflow. Quand on parle PLM, ça veut dire Product Lifecycle Management, c'est la gestion du cycle de vie du produit. Et donc, tout ce qui est pilotage, suivi d'avancement, calendrier workflow, c'est vraiment une fonctionnalité native du PLM. Quand on n'a pas ça dans l'outil, on parle plus de PDM et de Data Management que de PLM. Donc, la partie calendrier workflow. Laure, on ne t'entend plus. Ton micro est coupé. Il s'est mis en mute tout seul. Bon. J'ai démuté mon micro. Hop, je reviens. Excusez-moi pour ce petit intermède. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je ne touche à rien. Vous m'entendez là, c'est mieux? Oui, on t'entend, c'est parfait. Ok, super, nickel. Donc, je parlais des modules qui font partie de l'offre d'un PLM. Le calendrier et le workflow, évidemment, puisqu'on va gérer le cycle de vie du produit. Et puis aussi, la brique business planning sur le plan de collection, la structure de collection, le nombre de références que je dois développer, le nombre de références couleurs, par matière, par famille de produits. Ça aussi, c'est une brique importante du PLM. Ça, c'était juste pour recadrer un petit peu le périmètre fonctionnel et donc d'un PLM et toutes les fonctionnalités que le PLM est censé porter. Donc, tout ça pour dire que le calendrier et le workflow, c'est vraiment une brique importante pour un PLM. Et normalement, c'est une fonctionnalité qui doit être proposée. Alors,
Pourquoi utiliser un workflow intégré au PLM? On peut se poser la question, puisqu'on a vu qu'il y avait des solutions standalone. Je pense que c'est intéressant d'avoir un workflow intégré au PLM parce qu'on va avoir qu'un seul outil, on va pouvoir tout gérer, le développement, le pilotage, etc. dans un seul outil, c'est plutôt intéressant. Les données à piloter sont déjà là, on n'a pas voilà, les matières, les produits couleurs sont présents dans le PLM, donc ça facilite les choses. Du coup, on n'a pas d'intégration à prévoir, pas d'API entre un outil externe et le PLM dans lequel on a tous ces outils-là. Maintenant, on va parler du workflow dans la mode, parce que je pense que voilà, on est tous aussi là pour ça, puisqu'on travaille dans ce secteur, qui a des spécificités très particulières. Alors, quelle utilisation possible dans la mode? Je pense que c'est bien de se poser la question, notamment par rapport à la nature des process. Alors, je pense que vous avez tous fait cette expérience. Quand on commence à travailler, à vouloir mettre à plat les process dans notre entreprise, on s'aperçoit qu'on a énormément de process différents. Pourquoi? Parce qu'on a des typologies de produits différentes, on a des produits chaîne et trame, des produits mailles, on a des sourcings proches et des sourcings lointains, on a du négoce et du travail à façon. Donc tout ça, c'est des process qui sont différents. Donc voilà, on a plein de process, on commence à les écrire et ça, c'est voilà, une chose, enfin un constat qu'on peut faire dans la mode, c'est beaucoup de process très divers. Deuxième constat, on a beaucoup de changements quand on développe une collection, voilà, du début, du premier brief jusqu'au OK prod, on a des changements incessants. Et ça, je pense que voilà, tout le monde l'a constaté. Donc, intégrer ces changements et modéliser des process qui intègrent toutes ces boucles, tous ces changements, etc., c'est compliqué. Pourquoi? Voilà, ça c'est aussi un deuxième constat qu'on peut faire, c'est les changements incessants sur les produits. Et puis, troisième constat qu'on peut faire, c'est le profil des intervenants, des acteurs. Qui intervient dans un PLM? On a beaucoup d'acteurs, on va mettre plutôt créatifs, des stylistes, des modélistes, des infographistes, des gens qui travaillent les matières. Et tous ces acteurs qui sont plutôt créatifs, en fait, c'est vraiment compliqué de les intégrer dans un workflow. Ça, c'est le constat constat qu'on peut faire par rapport à notre secteur. Si vous avez des questions ou s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez discuter, n'hésitez toujours pas à taper votre question dans le chat. Alors, sur cette première partie workflow, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a pu voir et par rapport au constat de la mode aujourd'hui? Déjà, premier point, donc, quand on veut mettre à place un workflow, on a dit c'est l'obligation de définir des processus clairs et stables. Donc, pas de digitalisation possible si les processus sont confus. Donc, compliqué dans notre secteur, en fait, de modéliser ces processus et de les faire tourner avec un workflow. Moi, la seule utilisation que j'ai pu en faire ou voir, c'était justement le traitement des échantillons, parce que là, on est sur un process simple. Je demande un échantillon à un fournisseur, le fournisseur le fabrique, il me l'envoie, je le réceptionne, je fais les commentaires, et voilà. Et il y a une boucle itérative là-dessus, et ça, c'est voilà, assez standard, et là-dessus, on peut tous se mettre d'accord. Voilà, donc ça, automatiser ce type de workflow, c'est simple. Pour le reste, en général, c'est compliqué. On n'a pas, alors, ce que j'ai pu voir aussi sur les outils de workflow intégrés au PLM, c'est qu'en général, enfin, on n'a pas de vision consolidée, donc on va pouvoir piloter un produit, mais on n'aura pas forcément une vision consolidée, multi-produit ou niveau collection. Donc ça, c'est un petit peu gênant. On n'a pas de suivi prévisionnel réel, on fait en général, on suit l'avancement des tâches une fois qu'elles sont finalisées. C'est compliqué de prendre des décisions et d'avoir une vision. Donc, ma conclusion, et ça va être l'objet de la deuxième partie, c'est plus de travailler sur un module de calendrier plutôt que de workflow, où donc là, on va voir comment piloter les activités, piloter les jalons et avoir, à mon avis, un outil plus efficace pour prendre des décisions.
Donc, deuxième partie, calendrier. On va voir un peu à quoi ressemble un calendrier dans PLM. Quelle est la réflexion à avoir quand on travaille sur le paramétrage d'un calendrier et un petit peu quelles sont les bonnes pratiques. Alors, un petit exemple, un petit slide qui vous présente un calendrier qui est un cas réel chez un client. Donc, le calendrier, c'est vraiment un module à part entière qui permet proposé par les outils de PLM, qui permet de piloter le développement des produits, de partager ces informations avec tous et d'aider à prendre des bonnes décisions. C'est vraiment l'objectif. Donc là, on a un exemple de calendrier avec des jalons qui ont été choisis par ce client. Les jalons de pilotage d'avancement, donc de cadrage à la collection, valider le plan de collection, réaliser les croquis, la fiche technique, etc., la réunion de collection. Enfin, c'est les jalons que lui a choisi que ce client-là a choisi de piloter. C'est un exemple, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Déjà, dans les différents outils de PLM que j'ai pu avoir à traiter, on s'aperçoit qu'on a différents types de calendriers. Il y a plusieurs façons de gérer ce calendrier. Soit il est calculé, donc on fait par exemple un rétro-planning par rapport à une date de fin. Souvent, la date qui est importante, qui est retenue, c'est la date d'implantation magasin. Donc, on est souvent plus sur une référence couleur que sur un produit. Parce que sur un même produit, dans deux coloris différents, peut-être qu'on aura des dates d'implantation différentes. Donc, en tout cas, on va partir de la date d'implantation magasin. On va définir quelles sont les étapes qu'on veut piloter. On va définir les dépendances entre ces différentes étapes et les délais. Et du coup, par rapport à une date de fin, ça va calculer un rétro-planning. J'ai pu voir aussi des plannings calculés par rapport à une date de début, ce qui est plus rare, à mon avis moins intéressant, mais enfin voilà, ça peut exister aussi. Donc ça, c'est un premier mode de calcul, c'est un calendrier calculé. Un premier mode de gestion, pardon. Après, une deuxième façon de gérer, c'est des dates cibles qui sont fixes, en fait, pour l'ensemble des jalons qu'on a définis. Et donc, tous les produits associés à cette collection vont hériter automatiquement de ces dates. Voilà, et ça, voilà. J'ai une date fixe de réunion de collection, j'ai une date fixe, voilà, et cette date-là, tous les produits en héritent automatiquement. Et puis, il y a des clients aussi qui n'utilisent pas les modules qui sont proposés par les PLM et qui travaillent plutôt sur la configuration d'attributs spécifiques de type date, au niveau produit ou au niveau référence couleur pour gérer justement des informations importantes qu'ils veulent piloter avec des règles métiers associées pour l'automatisation, par exemple, de la mise à jour de ces étapes. Donc ça, c'est les trois grandes façons, trois grands modes de gestion que j'ai pu voir au niveau du calendrier. Soit il est calculé, soit c'est des dates cibles. C'est assez simple et basique et tous les produits associés à la collection héritent de ces dates. Ou alors, on fait de la configuration avancée dans le PLM pour gérer ces différentes dates. Alors, un petit point sur la réflexion sur le paramétrage. Déjà, donc, quand on commence à réfléchir sur la mise en place du calendrier, c'est quel niveau de suivi ? Est-ce que je veux le gérer au niveau du modèle, au niveau du modèle couleur? Est-ce que je vais avoir aussi un calendrier spécifique sur les matières? Ça, c'est une première question à se poser. Ensuite, quelles sont les activités que je vais piloter dans mon calendrier? Alors, moi, voilà, je pense qu'il faut gérer dans le calendrier les activités majeures, vraiment les jalons importants, et surtout les activités qui vont être, les jalons qui vont être communs à l'ensemble des processus. Parce que si vous n'avez pas des jalons communs, vous n'allez pas pouvoir consolider le développement. Parce que ça va devenir totalement ingérable, justement. Du coup, on est plutôt sur une quinzaine d'étapes maximum. Et puis... hein ? T'entends plus ? Je sais pas. Vous m'entendez toujours ? Oui. Mais ça coupe. Ça coupe ? Oui. Je touche rien.
Vous m'entendez là? Vous m'entendez plus du tout? On t'entend, ça a l'air d'être revenu. Je suis désolée, franchement, je suis désolée. Je ne touche pas. Est-ce que c'est lié au réseau? Je ne sais pas. Donc, on parlait des activités. Donc, les activités communes à l'ensemble des process pour pouvoir consolider. Après, on pourra aussi différencier des activités automatiques d'activités manuelles. C'est-à-dire qu'en fait, pour mettre à jour le calendrier, on peut très bien automatiser certaines validations de jalons. Par exemple, si je dis que le OK-BAUM, donc la validation de ma nomenclature produit, c'est un jalon que je souhaite suivre, je peux très bien considérer que le fait de valider dans mon PLM la nomenclature et lui donner un statut de validation, ça va en fait valider automatiquement le jalon associé pour mon produit. Donc voilà. Et puis après, il y a certaines activités qui peuvent être manuelles, auquel cas les utilisateurs devront toper manuellement que l'activité est réalisée. Donc on a parlé des activités. C'est évidemment important quand on paramètre ce calendrier de gérer la ressource qui est en charge de chaque activité, parce que ça va permettre de mettre à jour en fait la to-do list sur la base de cette ressource associée à cette activité. Donc, l'avantage d'affecter une ressource, c'est donc quand l'activité précédente est validée, ben, la personne en charge qui doit travailler maintenant sur le produit est alertée via une notification dans une to-do ou via une notification mail. Donc voilà, donc c'est important de gérer aussi les ressources. Et puis, évidemment, les dépendances et les délais entre chaque activité pour, quand on est sur un calcul, quand on est sur un calendrier calculé, pour calculer un rétro-planning par rapport à une date de fin, ben, il faut qu'on ait des dépendances entre les différentes activités et les délais affectés à chaque tâche. Donc là, ça c'est la réflexion sur le paramétrage. Un petit exemple, un autre exemple de calendrier qui a été aussi opérationnel chez un client. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, on a une quinzaine, à peine 20 activités à piloter avec des types de mise à jour, un niveau de suivi, des ressources affectées. Voilà, donc ça c'est un exemple aussi de calendrier qui a pu être mis en œuvre dans le cadre d'un PLM. Alors, avant la partie questions-réponses, on doit être à peu près à pas loin de 30 minutes maintenant par rapport à notre démarrage, donc on est plutôt pas mal sur le timing. Un point sur justement, une petite synthèse sur les bonnes pratiques. Donc, première bonne pratique, identifier les activités majeures et communes à tous les process. On vient d'en parler parce que ces activités deviendront les jalons de suivi de votre calendrier. Limiter le nombre, parce que vous n'allez pas pouvoir piloter 25 jalons, ça me paraît impossible. Et privilégier les mises à jour automatiques. Ça, c'est toujours apprécié par les utilisateurs, parce que du coup, ils n'ont pas à faire des mises à jour manuelles qui, le plus souvent, justement, ne sont pas faites, parce que quand c'est manuel, il y a des oublis, et du coup, ben voilà, il y a des calendriers qui n'avancent pas, enfin, qui ne se mettent pas à jour correctement, parce que les tâches manuelles ont été oubliées voilà, d'être mises à jour et validées par les utilisateurs. Donc, plutôt des mises à jour automatiques. Définir des dépendances, délais, ressources, on en a parlé pour le calcul des dates cibles. Alors, un point aussi qui peut être intéressant, c'est la mise à jour du statut du produit. Suivant l'avancement du calendrier, ça peut être intéressant de mettre à jour. Le produit a toujours un statut dans le PLM qui est utilisé différemment peut-être suivant les clients. En tout cas, on peut avoir un statut de développement qui est mis à jour automatiquement suivant l'avancement du calendrier. Et puis travailler à partir de la to-do list, parce qu'on a dit qu'en fait, chacun est alerté, enfin, en tout cas, quand vous avez quelque chose à faire, il y a votre to-do list qui s'alimente. Et l'intérêt de cette to-do list, c'est quoi? C'est de travailler, en fait, à partir des priorités calculées dans le module de calendrier. Parce que si vous avez... chacun travaille, il n'y a aucun souci, tous
les gens travaillent voilà, sur tout un tas de choses qu'ils ont à faire, mais pas forcément dans le bon ordre. Et là, le fait de s'appuyer sur cette to-do, comme les tâches voilà, sont pilotées et la liste est pilotée par rapport au module de calendrier, vous avez les tâches prioritaires, vous avez des dates cibles par rapport à ces tâches, etc. Donc, ça vous permet de prioriser le travail. Voilà, c'était tout pour moi ce matin, en tout cas sur les différents sujets que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vois pas grand-chose dans le